Nous voilà dans un espace où nous allons vivre un moment avec des professionnels du design. Design, santé. Je serais tenté de vous poser la question à vous trois, l'un après l'autre. Design, est-ce que le design c'est pas un peu superflu dans la ligne des déterminants de la santé après l'alimentation, le logement, le travail, etc. Quel rapport entre design et santé? Marie Coirier, bonjour, vous êtes designer de services, d'innovation sociale et territoriale. Expliquez-nous tout ça. Alors, design, santé... Alors, bonjour, donc moi je m'occupe d'une agence qui s'appelle Care & Co, qui est donc une agence de design qui essaye de réconcilier les secteurs médicaux et médico-sociaux. On s'est rendu compte qu'on ne souhaitait pas trancher en prenant juste l'approche, on va s'intéresser aux patients et donc au segment médical. On aime bien la définition de l'OMS qui dit que la santé c'est un état de complet bien-être et qui ne se limite pas à une absence de maladie. Donc alors, nous on travaille en fait à créer des parcours de soins qui soient le plus dignes possible avant d'être innovants. L'innovation comme injonction, ça a plutôt tendance à nous agacer parce que tout n'est pas souhaitable et surtout quand on se met pas à la place des usagers, souvent on court droit dans le mur et donc on s'intéresse beaucoup à ces usagers et surtout à une manière de mieux appréhender la réalité dans laquelle ils vivent avant de parler de besoins. Donc ça nous amène à beaucoup travailler en immersion et à travailler aussi avec une démarche participative qui structure notre travail de conception, qui vise à améliorer le parcours de soins et d'accompagnement des personnes sur tous ces aspects tangibles que sont les espaces, que sont les interfaces, que sont les objets de communication, que sont parfois le mobilier, etc. Et surtout les aspects intangibles et relationnels aussi, pour favoriser des moments de soins de qualité entre le patient, les soignants, les dents aussi familiales, et donc libérer toutes les tâches qui finalement ne sont pas propres à valoriser cette relation de soins. Et voilà, donc on travaille beaucoup avec les professionnels de santé aussi. Grosso modo, c'est à peu près notre approche. Très bien, merci. Nous avons donc, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, Michael Mangioku, c'est ça? Correct. Chargé de mission idéal, oula, quel joli mot, quel joli nom, la Cité du Design. Idéal, design, santé. Alors c'est plus trop mon titre d'actualité, mais je vais raconter un peu l'historique parce que c'est pas grave. Je travaille donc à la Cité du Design, qui est une plateforme à la fois de recherche, de promotion et de développement économique du design, donc qui est basée à Saint-Étienne, donc sur le bassin stéphanois, la région et puis aussi au niveau national et international. Idéal, ici, là, ça veut dire, ça se prononce ideal, et c'est en fait l'acronyme d'un projet européen qui consiste justement à faire le lien entre la communauté des designers et la communauté des Living Labs. Alors je vais expliquer ce qu'est un Living Lab. Le Living Lab, c'est un écosystème, on est entre un lieu et une méthode pour permettre d'habiliter les usagers finaux, donc pourquoi pas un patient ou alors un médecin, une personne du staff médical, à être habilité dans un processus de création. Pas en tant que testeur comme des rats de laboratoire, mais en tant que vraiment acteur même du design. Ça ne veut pas dire qu'il remplace les designers, mais ça veut dire que là, le designer se pose ici, ou le chercheur, en tant qu'amorce, justement, en habilitation de ce processus de création avec l'usager final en tant que cœur de ce projet. Voilà. Juste une toute petite, un tout petit rajout. Oui. Est-ce que vous avez connaissance de Living Lab Santé? Oui. Il y a le Living Lab, en fait, celui du cluster iCare, qui est basé à Lyon, qui travaille en particulier sur les technologies et la promotion justement de ces technologies en lien avec les personnes et les hôpitaux. Et un autre Living Lab, alors du coup je vais passer de l'autre côté de la frontière parce que la communauté de Living Lab est internationale, même au-delà de l'Europe. Un Living Lab très intéressant qui est basé à Sainte-Justine, la clinique Sainte-Justine à Québec,
qui a fait un travail très intéressant justement un travail de réaménagement de chambres dans un département de pédiatrie en particulier, pour répondre à une problématique justement d'anxiété de ces enfants dans le milieu hospitalier, justement pour les donner un petit peu, donner un peu les rênes justement aux enfants pour faire une chambre un peu plus adaptée, voilà, à leur monde imaginaire, à base de technologie, d'écran tactile, etc. Donc on est quand même sur des supports et techniques assez poussés, mais toujours en mettant l'humain et en particulier donc l'imaginaire de ces enfants au centre du processus de création. Voilà, sans oublier cela. La technologie est toujours utilisée en parfaite pertinence avec les usages. Voilà. Merci à vous. À vos côtés, Anne-Laure Desflash, j'ai pas écorché quoi que ce soit. Donc vous aussi, vous êtes designer. Alors j'adore le nom, Fabrique de l'hospitalité. Alors la Fabrique de l'hospitalité, c'est le laboratoire d'innovation des hôpitaux de Strasbourg. Donc les hôpitaux de Strasbourg, c'est un gigantesque centre hospitalier à la fois universitaire et de recherche. Et donc c'est une toute petite cellule qui du coup mène des projets d'une manière assez différente de la manière classique et un peu en dehors du rythme hospitalier aussi, qui va très très vite. Et donc c'est une petite cellule de 2 chefs de projet et du coup à laquelle je suis associée du coup en tant que designer. Et où le but de cette structure, c'est vraiment d'améliorer l'espace et le temps vécu à la fois pour les patients et à la fois pour les soignants, en partant du constat simple que si on améliore l'environnement et le quotidien des uns, ça a forcément un impact positif sur les autres et inversement. D'accord. Et donc en l'occurrence, plus précisément, effectivement pour vous, en quoi le design est un outil de santé communautaire, puisque vous êtes au cœur d'un débat communautaire, de santé pour tous? Alors l'avantage de cette petite cellule, c'est qu'on peut justement collaborer à la fois avec tous les acteurs de l'hôpital, que ce soit les acteurs sur un terrain bien spécifique, les soignants, l'équipe médicale, mais aussi les équipes techniques, administratives, et à la fois faire intervenir d'autres acteurs extérieurs avec un autre regard. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des designers, des architectes, des artistes, qui vont venir poser leur regard sur l'environnement hospitalier, et plus spécifiquement sur un service, puisqu'on travaille vraiment, comme l'expliquait Marie, en immersion, sur un contexte bien précis, et avec les acteurs qui sont concernés par ce projet. Donc du coup, le design est un des leviers qui permet d'agir sur l'environnement et qui permet aussi d'avoir un environnement qui supporte les bonnes pratiques soignantes et médicales et qui permettent vraiment de changer l'expérience en santé des patients. Merci. Tous les trois, j'aimerais vous poser une question. Un des espaces majeurs déterminants de la santé, c'est l'espace de travail. L'espace de travail, c'est quand même un endroit avec la chambre à coucher où on passe le plus de temps et donc qui est un déterminant majeur de notre santé globale. Moi, quand je regarde, tout novice que je suis, l'évolution des espaces de vie, donc de nos lieux de vie, je me dis que si je rentre dans un bureau conventionnel aujourd'hui, il n'y a pas tant d'évolution depuis mon début de carrière, il y a un peu moins de 20 ans, dans la répartition du mode bureau, etc. Et tout d'un coup, on voit par ailleurs arriver des systèmes ouverts, omnispace, canapé, enfin bon, des choses un peu mutantes, c'est-à-dire l'entre-deux et parfois, voilà. Vous pensez vraiment que ce type de nouvelle démarche très alternative de travail, d'espace de travail, peut contribuer à une amélioration du plaisir de travailler, par exemple? Eh ben, sans doute pas pour tout le monde. Je pense que les entreprises qui sont passées à cette notion de flexibilité, elles permettent pas enfin plutôt elles imposent pas une manière de travailler, parce qu'il y a des gens pour qui le brouillage entre la vie personnelle et la vie professionnelle va au contraire être négatif, et d'autres pour qui c'est plutôt intéressant d'être la moitié de la semaine à la maison, parce que ça permet de voir un peu plus ses enfants, pourquoi pas de s'occuper d'un parent malade qui est aussi à la maison, donc ça permet d'être avec lui au moment du déjeuner, du petit déjeuner et tout ça. Moi je trouve que c'est intéressant en fait cette flexibilité, ce qu'elle rend possible, si tant est qu'elle n'est pas incitée fortement
directement en interne, hein, si elle continue à reposer sur le choix des personnes, et donc qu'elle correspond à des situations de vie qui sont différentes. Et je pense, n'étant pas moi-même dans cette situation, parce que moi je suis flexible par nature, étant donné le genre de choses que je fais, donc je suis toujours en train de me déplacer, mais ça me convient. Je trouve intéressant en fait de pouvoir adapter son rythme de travail à sa situation de vie, parce que ça peut être intéressant pendant des moments de sa vie d'être un peu plus à la maison et de pouvoir s'organiser à distance avec ses collègues pour pouvoir travailler correctement mais à distance. Au cœur de ce sujet, justement, je vais vous poser la question à votre voisin, cette histoire de décloisonnement des espaces de vie. Oui. C'est de se dire, après tout, je peux travailler dans le canapé et je le fais moi-même, on est mobile. On parle de mobile health aussi aujourd'hui. En quoi ça, selon vous, ça peut faire changer aussi cette lecture des environnements en santé? Parce que c'est vrai qu'on passe de la maison, qui est un endroit qu'on connaît, et puis on y fait du travail, après on y fait du privé, on repasse dans un autre espace ultra moderne, puis on va quand même retrouver entre-temps des espaces très conventionnels et vieillissants, parce qu'il y a une question économique aussi, de réhabilitation des espaces et des lieux, ou de sauvegarde des patrimoines. Aujourd'hui, on a l'impression que justement ce décloisonnement, il crée de nouveaux enjeux quand même dans la vie globale des gens. Oui, de nouveaux enjeux, de nouveaux modes de vie. En fait, vous avez parlé de mobile health, donc on est, on va dire, sur une conséquence de l'usage des nouvelles technologies qui sont justement de plus en plus petites, portables. On travaille tous maintenant, une grande majorité dans le tertiaire sur des laptops, et ça engendre justement un changement au niveau des espaces. Les designers justement prennent en compte pas que les objets, mais aussi les espaces et les flux qu'il y a justement dans les bâtiments et aussi dans la vie de tout un chacun, qui va influer justement ce mode de travail en fonction, donc comme Marie le disait, de ses obligations familiales, aussi de la personnalité de tout un chacun. Je peux personnellement pas trop rester assis à un endroit parce que voilà, ça fait partie de ma vie et de ma personnalité. J'aime bien aussi d'un point de vue santé, je crois que tout le monde a lu cet article, alors je ne sais pas quelle est la vérité ou pas, du fait de rester trop longtemps assis et très, très nuisible sur un point de vue de la santé. Je ne vais pas citer le professeur, mais c'est pas grave. Mais par rapport à cela, je pense qu'il est important, même quand on travaille en plus sur les industries créatives, de bouger en permanence. J'essaie parfois sur certaines de mes expérimentations dans le Living Lab, pas forcer, inciter, c'était un mauvais lapsus, d'inciter les gens, motiver les gens à pratiquer une activité physique, pas du sport, ou alors on peut faire du sport, mais le sport, on va dire, j'ai un peu du problème parce que ça implique une notion de compétition qui va pas forcément plaire au plus grand nombre, mais du coup l'activité physique, voilà, inciter les gens, voilà, à pratiquer, on va dire, une petite partie de basket après avoir fini une tâche un petit peu abétissante, voilà, permet aussi de bouger, de rester en meilleure santé, on fait appel aussi à du bien-être. Donc voilà, on est vraiment sur une vision un peu holistique de tout cela qui est aussi supporté par ces technologies mobiles. Donc voilà, vraiment j'ai fait un peu un schéma, on va dire, assez grossièrement tiré, mais en même temps on est sur une vision un peu holistique de tout ça et qui permet justement d'être en meilleure santé, en fait, un peu mieux. On peut donner des réponses pour être en meilleure santé par la suite. Voilà. Pour faire du lien justement avec permettre d'être un peu mieux, résumé, un designer, donc c'est un professionnel du design, c'est un promoteur en santé? C'est un acteur en santé, selon vous? Enfin, après, je vous laisserai avoir vos propres avis. Ça, je ne parle pas pour les trois personnes, évidemment. Mais pour moi, c'est pas... ça dépend de ce qu'on appelle acteur en santé. Moi, je ne me positionnerai pas comme acteur en santé, mais comme soutien à des projets de santé, comme fédérateur de nouvelles pratiques en santé et accompagnateur de projets soignants. Par exemple, nos compétences, c'est pas de faire des choix en termes de projet de santé, c'est vraiment de travailler sur un projet de santé avec les usagers
et ensuite de permettre que ce projet de santé soit rendu possible par justement l'espace, avec inciter des bonnes pratiques, en permettant aux gens de pouvoir, on parlait d'espace ouvert, mais si les gens souhaitent travailler ensemble, il faut qu'ils puissent travailler ensemble, et l'espace c'est aussi important dans ces espaces de transmission, que ce soit entre professionnels mais aussi de patients à professionnels. Donc comment l'espace il maintient tout plein de comportements sur lesquels on peut agir par le design. Donc c'est plus un levier d'action sur la santé plus qu'un acteur en soi de santé. Merci de votre avis. En conclusion, on va vous demander un petit plaidoyer. L'exercice est assez simple, vous avez 1 minute, pas bien plus, pour nous dire effectivement, le thème des 8e rencontres, c'est construire ensemble. Et ben, je vais juste rajouter construire ensemble des espaces en santé avec des designers. Pourquoi ? Alors, je vais prendre déjà construire ensemble, parce que la participation, ça se décrète pas, ça s'aménage, ça se rend possible. Et je pense que le design est l'un des acteurs qui peut aider à la création de projets collectifs, parce qu'il met à disposition des outils pour construire l'action collective, et il vise à rendre l'information, le projet accessible à tous. Il se fait un petit peu le traducteur. On fait attention aux acronymes par exemple, quand on peut le prononcer. Donc que la participation ne soit pas un vain mot, et qu'on la travaille pour qu'elle soit véritablement accessible et qu'elle mette les personnes en capacité d'action. D'accord. Merci beaucoup de cet exercice. Pour ma part, je dirais que construire ensemble, c'est plutôt, on va dire, je vois plutôt un avis un peu militant, c'est pour casser un petit peu les approches, on va dire, venant du haut, top-down. Construire ensemble, c'est construire avec tout le monde. C'est avec les patients, le personnel hospitalier, les personnes qui accompagnent les malades. Voilà, il faut intégrer toutes ces personnes-là dès le début. Je pense que au plus tôt, on va dire, de ces projets-là, afin d'être, on va dire, plus juste, plus pertinent, plus efficace en fait sur les réponses. Je pense que l'approche attentiste, on se dit voilà, on rêverait d'avoir tel type d'environnement hospitalier ou tel type de clinique, tel type de maison de retraite, d'EHPAD, et attendre voilà des experts une réponse. Voilà, je pense que c'est une pensée un peu du siècle dernier. Voilà, pour être un petit peu provocateur. Voilà, maintenant il faut construire ensemble. On a les outils pour le design, et là aussi pour répondre à ce type de questions, pour donner les outils. Pour permettre à répondre à ce type de démarche-là. Voilà. Vous faites un shocking Y dans l'émission, c'est pas mal. Mais bon. Relions les générations, y compris celles du 20e. Voilà, aussi. On passe les mettre à dos. Exactement. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être une chose aussi sur qui rassemble tout ça, c'est le construire ensemble. C'est pas uniquement un acte sympathique et valorisant pour tout le monde, c'est aussi quelque chose qui permet d'être plus efficace et de créer une meilleure appropriation du changement, des projets, et d'emmener vraiment, en faisant participer les gens, c'est aussi les emmener avec soi dans l'innovation en santé aussi. Et que si on décrète que ça c'est mieux, et qu'on est persuadé que ça soit mieux, et qu'on l'impose aux gens, ça marchera jamais si on n'a pas avant emmené les autres, les acteurs, ceux qui vont faire vivre le projet avec nous. Merci à tous les trois pour ce moment passé ensemble. Merci. Merci. Casi